Le groupe État islamique revendique l'attaque contre le musée Bardo à Tunis. C'est à travers un message audio rendu public ce jeudi. L'enquête sur l'attentat de Bamako se poursuit au Mali. Des complices présumés des auteurs du carnage ont été arrêtés par les services de renseignement. Enfin, les militants pro-démocratie sénégalais burkinabés qui avaient été arrêtés dimanche à Kinshasa ont été expulsés et déclarés persona non grata. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Mais tout d'abord, nous allons nous rendre au Nigeria où 11 personnes ont été tuées au cours d'une attaque menée par des centaines de combattants du groupe Boko Haram contre Gamborou. Il s'agit d'une ville située au nord-est du pays et d'où les forces tchadiennes se sont récemment retirées. Selon des témoins, les éléments de Boko Haram ont investi les lieux mercredi et ont tué 8 personnes sur le coup. 3 autres villageois ont été tués ce jeudi matin, ce qui porte le bilan total des morts à 11. 24 heures après l'attaque du musée Bardo en Tunisie, le ministre de la Santé a dressé le bilan des victimes. Au total, 21 personnes ont été tuées et 47 autres blessées. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique à travers un message audio. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat contre le musée Bardo de Tunis à travers un message audio diffusé jeudi sur les sites djihadistes. Ce groupe terroriste, qui sévit en Syrie, en Irak et en Libye, a menacé la Tunisie d'autres attaques, affirmant qu'il ne s'agissait que du début. Dieu a fait entrer de la terreur dans le cœur des infidèles. Les frères sont parvenus à assiéger un groupe de ressortissants des pays croisés. Cette opération secrète bénie a mené au meurtre et à la blessure de dizaines de croisés et d'apostats. Les forces de sécurité n'ont pas osé approcher jusqu'à ce que les 2 héros arrivent à court de munitions. Nous demandons à Dieu de les accueillir en tant que martyrs. Nous disons aux apostats présents en Tunisie musulmane, attendez-vous à pire, ô infidèles. Ce que vous avez vu, ce ne sont que les premières gouttes de pluie, grâce à Dieu. Vous n'allez jouir ni de sécurité ni de paix tant qu'il y aura dans l'État islamique des hommes comme ceux-là. Quant au bilan de l'attaque, il s'est alourdi selon le ministre de la Santé tunisien. 23 décès, 20 de nationalité étrangère, 3 de nationalité tunisienne. Pour ceux de nationalité tunisienne, un agent des forces de l'ordre et les 2 terroristes et 20 étrangers. 47 blessés. Les appels à l'Union nationale se multiplient en Tunisie sous le choc de l'attaque du musée Bardo au tout début de la saison touristique. Une bonne partie de ces victimes étaient des croisiéristes descendus de leur paquebot en escale pour découvrir la capitale tunisienne ainsi que le musée Bardo, le plus prestigieux du pays. Seule heureuse nouvelle, 2 touristes espagnols portés disparus ont été retrouvés jeudi matin sains et saufs dans le musée où ils avaient passé la nuit cachés à l'initiative d'un employé. Par ailleurs, le ministère de la Culture a promis de rouvrir le musée Bardo mardi au plus tard. Au Mali, les services de renseignement ont arrêté ce jeudi quelques complices présumés des auteurs de l'attentat djihadiste du 7 mars dernier contre un bar-restaurant à Bamako. Cet attentat qui avait fait 5 morts et 8 blessés avait été revendiqué par le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Bel Mokhtar. 2 complices présumés des auteurs de l'attentat djihadiste du 7 mars à Bamako ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi par les services de renseignement du Mali. Identifiés comme Boubacar Adama Traoré et Maouloud, les 2 individus seraient 2 maillons importants dans l'attaque. L'attentat à la grenade et à l'arme automatique était le premier à frapper des Occidentaux à Bamako. Il avait fait 5 morts, dont 3 Maliens, 1 Français et 1 Belge, ainsi que 8 blessés parmi lesquels figuraient 2 Suisses. Cet attentat avait été revendiqué par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Bel Mokhtar.
Le 13 mars, près d'une semaine après l'attentat, un suspect présenté comme un des auteurs présumés a été abattu par les forces spéciales dans un quartier de la périphérie de Bamako et de nombreuses armes ainsi que des munitions avaient été saisies dans son appartement. Appuyé par des policiers de la mission de l'ONU au Mali et des enquêteurs français et belges arrivés en renfort, les investigations ciblent une dizaine de terroristes. Parmi eux, un binational russo-malien qui n'a pu être localisé et le chauffeur présumé du véhicule ayant transporté le commando qui serait handicapé. Aux dernières nouvelles, un troisième homme, Fred, l'un des deux suspects arrêtés, a été aussi appréhendé ce jeudi. Nous nous rendons maintenant en République démocratique du Congo. Les militants pro-démocratie sénégalais burkinabés qui avaient été arrêtés le week-end dernier ont été expulsés par avion mercredi soir. L'annonce a été faite par le ministre congolais de la Communication et des Médias lors d'une conférence de presse dont voici le compte-rendu. Face à la presse, le ministre congolais de la Communication et des Médias a annoncé que les militants pro-démocratie sénégalais burkinabés qui avaient été accusés de préparer des actes de violence en République démocratique du Congo sont désormais libres de toute poursuite. Ils ne sont cependant plus les bienvenus dans le pays. Le président de la République vient de décider d'ordonner l'arrêt des poursuites contre les 4 sujets sénégalais et burkinabés qui ont toutefois été déclarés persona non gratae en République démocratique du Congo par le gouvernement de la République. Parce que la RDC n'a aucun besoin de fauteurs de troubles. Nous voulons des faiseurs de paix, pas des fauteurs. Les 4 militants ont été expulsés dans la soirée de mercredi par 2 vols à destination de Dakar et de Ouagadougou. Parallèlement, 6 militants congolais pro-démocratie, également arrêtés le week-end dernier à Kinshasa, ont été libérés ce jeudi. Plusieurs autres, dont on ignore le nombre exact, restent encore détenus au secret, selon l'un des avocats du collectif de défense des activistes. Toujours en République démocratique du Congo, l'un des fers de lance des manifestations de janvier refuse de comparaître en l'absence de la presse, en croit son avocat. L'homme est accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Alors qu'il avait été l'un des principaux meneurs des manifestations qui ont fait suite à l'examen d'un projet de révision de la loi électorale au Parlement à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, Christopher Ngoy a été arrêté le 21 janvier. À la prison de Malaka, la plus grande de Kinshasa, les responsables avaient, selon la décision du tribunal chargé de l'affaire, signifié aux journalistes qu'ils ne pouvaient couvrir l'audience sans une autorisation écrite des juges. Pourtant, les infractions mises à la charge de l'accusé ont été publiées devant la presse. Mais dès la comparution, nous avons constaté que la juridiction ne permettait pas à la presse d'accéder à la salle d'audience. Et nous avons donc en premier lieu demandé au tribunal, et nous avons introduit la requête auprès de la juridiction, de voir la presse être autorisée pour que le procès soit public et que cela soit conforme aux normes internationales d'information. Les infractions mises à sa charge ont été publiées devant la presse. Et il n'est pas normal que maintenant le procès se déroule en catimini. Le refus du tribunal a incité Christopher Ngoy à interjeter appel devant la cour d'appel qui devra statuer pour savoir si oui ou non la presse peut couvrir ce procès. Christopher Ngoy a interjeté appel contre cette décision de refus de couverture et l'affaire a été donc maintenant déférée devant la juridiction supérieure, c'est-à-dire la cour d'appel, qui devra statuer pour savoir oui ou non la presse peut couvrir ce procès. Christopher Ngoy a été arrêté lors des contestations qui dénonçaient une disposition de ce test qui aurait permis de prolonger le mandat du président Kabila après la fin de 2016, date de la fin de son 2e quinquennat. Direction maintenant la Côte d'Ivoire. Des représentants d'une dizaine de partis politiques issus de la majorité de l'opposition annoncent la création d'une coalition. Cette dernière entend aller contre le président ivoirien, bien sûr, seul candidat d'envergure déclaré avant la présidentielle d'octobre 2015.
À 7 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, des opposants au régime du président ivoirien créent la coalition anti-Ouattara. Une coalition qui se veut victorieuse et qui rassemble, selon les initiateurs, tous ceux qui jugent catastrophique le bilan du président sortant, mais aussi les frustrés et les déçus de l'opposition et de la mouvance pour qui Alassane Ouattara ne mérite pas un second mandat. La coalition a été portée sur les fonds baptismaux à l'issue d'une réunion qui a vu la participation des représentants du Front populaire ivoirien et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous avons demandé à rencontrer la direction du Front populaire ivoirien, d'abord pour venir les saluer, apporter à ces militants notre compassion et nos soutiens, et puis en même temps leur proposer un plan de bataille pour les échéances qui arrivent en 2015 pour les élections. Ça peut ramener un minimum de cohésion dans le corps social tout entier. Nous pensons qu'il est important que les Ivoiriens se rassemblent. Au total, 10 partis politiques issus de la majorité présidentielle et de l'opposition sont représentés au sein de la coalition anti-Ouattara. L'option d'une candidature unique pour la présidentielle d'octobre 2015 n'y est pas encore à l'ordre du jour, mais on y dénombre déjà 8 candidats potentiels. Hors du continent africain à présent, parlons du projet de loi sur le renseignement en France. Le Premier ministre Manuel Valls en a fait la présentation ce jeudi à l'issue du Conseil des ministres devant le Parlement. À partir du 13 avril prochain, Manuel Valls défendra ce projet pour une adoption prévue avant l'été. Cette loi a pour principal objectif de donner aux services de renseignement les moyens à la hauteur des défis auxquels le pays est confronté. Mais elle sera aussi protectrice des citoyens. Je veux le dire de manière très claire. Il ne s'agit en aucun cas de mettre en œuvre des moyens d'exception ou une surveillance généralisée des citoyens. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cela démontre bien qu'il n'y aura aucune surveillance de masse. Selon le projet, les services pourront infiltrer et surveiller les terroristes potentiels grâce à des autorisations administratives sans passer par la justice. Aussi, le texte prévoit-il le recours à de nouvelles technologies permettant aux agents de renseignement de faire minutieusement leur travail. Ils pourront également capter ce qui est tapé sur un clavier en temps réel. Le problème n'est pas de savoir s'il y aura un attentat de nouveau en France, en Europe. De savoir quand et où. Cette menace, elle est présente. Nous avons pris toutes les dispositions pour y faire face. Cette loi sur le renseignement va moderniser une nouvelle fois l'action de nos services et représente un plus pour nos services et renforce aussi notre état de droit. Ces nouvelles possibilités de contrôle et d'espionnage seront étroitement encadrées d'après le chef du gouvernement. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Africa TV. Au revoir.